J'ouvre le second débat de ce sens public, direction l'Inde avec cette question. Est-ce toujours la plus grande démocratie au monde? Le culte de la personnalité autour du Premier ministre Narendra Modi, les dérives autoritaires, les libertés fondamentales menacées. À quelques semaines des élections législatives, le pouvoir nationaliste du Premier ministre devient de plus en plus rigide. Cécile Sixou. On la surnomme la plus grande démocratie du monde. Pourtant, aujourd'hui, l'Inde n'en a plus que les apparences. Car depuis l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi en 2014, les failles démocratiques se multiplient. La liberté de la presse d'abord est en recul. Le pays occupe la 161e place mondiale sur 180 selon RSF, son plus mauvais classement. Les opposants politiques aussi sont de plus en plus muselés, comme le principal parti d'opposition. Ici, en février dernier, il dénonce le gel de ses comptes à l'approche des législatives. Lorsque les comptes du principal parti d'opposition ont été gelés 2 semaines seulement avant l'annonce des élections nationales, pensez-vous que la démocratie est vivante dans notre pays? Ne pensez-vous pas que nous nous dirigeons vers un système de parti unique, où un seul parti est autorisé à exister, alors que les autres n'ont plus le droit? Autre cible de Narendra Modi, les juges de la Cour suprême indienne. Véritable contre-pouvoir dans le pays, ils n'ont aujourd'hui plus les moyens de s'opposer à lui. Enfin, il a imposé le nationalisme hindou aux Indiens et réprime les autres minorités religieuses, les chrétiens, mais surtout les musulmans. L'ampleur et la rapidité avec lesquelles les fausses informations, les discours haineux et ceux qui diabolisent une communauté, notamment les musulmans, est sans précédent. Ça ne s'est jamais produit en Inde, ni nulle part ailleurs, dans le monde d'ailleurs. Malgré cette faillite démocratique, les leaders de l'Occident restent indulgents avec Narendra Modi, car il est devenu un partenaire économique et géostratégique incontournable. La dérive autocratique de Narendra Modi et cette question, l'Inde est-elle toujours la plus grande démocratie du monde? On en débat avec Christophe Jaffrelot. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes directeur de recherche aux séries Sciences Po CNRS. Vaiju Naravan, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes correspondante à Paris pour The Times of India et The Wire. Jean-Luc Racine, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous aussi, directeur de recherche émérite au CNRS et chercheur senior à Asia Centre. Et Mathieu Croissant, éditorialiste politique, évidemment, est resté à mes côtés. Des élections qui sont prévues au printemps, près d'1 milliard de citoyens indiens qui sont en droit de voter. C'est quand même toujours vertigineux quand on parle de l'Inde. Christophe Jaffrelot, dans quelles conditions ces élections vont-elles se dérouler? Est-ce qu'elles vont se dérouler dans des conditions démocratiquement satisfaisantes? Elles seront sans doute ce seront sans doute des élections d'un genre un peu nouveau, parce que depuis maintenant 10 ans, on voit peu à peu l'espace de liberté se réduire. Il y a des élections. Tous les national-populistes du monde, Narendra Modi ne fait pas exception, ont besoin de la légitimité des urnes. C'est comme ça qu'ils peuvent ensuite l'emporter sur les autres pouvoirs, notamment le judiciaire. On a vu Erdogan faire la campagne qu'il fallait pour l'emporter, Netanyahou. Donc il y aura des élections. Orban, la liste est très longue. Si on commence à la faire, on n'a pas fini. Non, la question c'est dans quelles conditions effectivement va-t-on voter. Il y a 2 grands facteurs qui rendent cette compétition maintenant inégale. Premièrement, l'argent. L'argent qui est déboursé. En 2019, le BJP de Narendra Modi avait dépensé 3,5 milliards de dollars, c'est-à-dire plus que tous les partis d'opposition réunis, pour complètement saturer l'espace public et utiliser les médias sociaux et plein d'autres sources de pouvoir. Et deuxièmement, les médias, alors cette fois-ci non pas sociaux, mais les médias tout court, dont la couverture de la campagne la dernière fois, et sans doute à nouveau cette fois-ci, est complètement déséquilibrée. Avec un refus de la part de Narendra Modi de donner la moindre conférence de presse et aucun débat contradictoire. Donc on a vraiment un bombardement de nouvelles à sens unique. Alors l'argent et les médias, on y reviendra en détail. Quel est le niveau habituel de participation à des élections? Il est plutôt bon. On est maintenant depuis 10 ans à 65-66% de participation. On aimerait bien avoir ça en France.
Oui, donc ça veut dire 650 millions de personnes à la louche qui vont à peu près. Qui pourraient voter. Bon, voilà. Effectivement, ça donne la dimension de ce à quoi on se prépare. Vahidjou Naravan, comment les journalistes couvrent ces élections? On évoquait ce volet médiatique. Est-ce qu'ils ont encore la liberté de critiquer le Premier ministre en exercice? Il y a quelques organes de presse qui ont gardé une espèce d'indépendance farouche, mais beaucoup de médias, surtout les médias qu'on appelle mainstream, donc les gros titres, etc., qui appartiennent à des grands conglomérats industriels, The Times of India, Hindustan Times, des titres qui sont là depuis plusieurs décennies. Ils se sont complètement vendus au pouvoir. Et on a vu aussi la manière dans laquelle les médias deviennent les propriétés. La plus grande chaîne de télévision indépendante à l'époque, qui s'appelait NDTV, a été rachetée par Katimini en achetant les parts, etc., par le plus grand copain de Narendra Modi. Et donc cette voix s'est éteinte. Et c'est ça le problème, parce que vous avez les éditorialistes qui sont vraiment vendus. On appelle ça les médias qui sont assis sur les genoux du gouvernement, les godis médias. Et il y a quelques voix extraordinairement courageuses, mais le magazine comme Caravan, dès qu'il publie un article sur les tortures pratiquées par l'armée au Cachemire, ils ont tout de suite un notice: enlevez cet article de votre site web, sinon votre site web va être fermé. Donc il y a une censure en action. Ouais. Jean-Luc Racine, je pose la question très générale, on a commencé à y répondre. Est-ce que vous employez encore le terme de démocratie pour parler de l'Inde aujourd'hui? Alors, c'est pas un problème spécifiquement indien. Non, on l'a dit. La démocratie existe dans la mesure où les élections ont lieu, quels que soient les paramètres avec lesquelles elles sont conduites, mais évidemment, ça devient, ou c'est déjà une démocratie illibérale, pour reprendre le concept qu'on entend de plus en plus. Pour toutes les raisons qui ont été dites, on pensait aussi donc à la question financière, le financement électoral. Bon, il était quand même tout à fait remarquable de voir que le pouvoir a mis en place, il y a quelques années, la possibilité pour les partis politiques de recevoir des dons anonymes. On appelle les electoral bonds, c'est ça ? Electoral bonds. Où on s'est aperçu que, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais en gros, c'était 85% du total allait au BJP, le parti de Narendra Modi. Et là, où on voit quand même qu'il reste quelques marges de manœuvre, la Cour suprême récemment a demandé à ce que cette affaire commence à être vraiment mise sous les projecteurs. Donc, ça veut dire quoi? De publier le nom des donateurs pour pouvoir faire le lien avec d'éventuels industriels. Enfin, voilà, on voit bien quel est le retour d'ascenseur possible. Ou alors arrêter un système qui permette des dons anonymes. Donc là, on retombe sur la question, puisque le pouvoir, mais aussi un certain nombre de puissances étrangères, continue bien sûr de dire l'Inde la plus grande démocratie du monde, vous l'avez dit. Mais oui. 1 milliard d'électeurs. Avec un gros point d'interrogation, mais la question, c'est comment ça fonctionne, bien entendu. Les conditions de campagne sont faussées, mais les résultats ne sont pas truqués. Alors, en principe, les résultats ne sont pas truqués. Bon, il y a quand même un soupçon. Oui, mais il vient d'avoir les élections générales au Pakistan, où là, la commission électorale s'est totalement déconsidérée, où là, véritablement, tout le monde considère qu'elles ont été truquées. Oui. Là, justement, on peut en parler pour revenir à l'Inde. Qui est chargé de veiller au bon fonctionnement de ces élections? Une commission électorale dont l'indépendance a longtemps été remarquable. Et qui, depuis quelques années, perd de cette indépendance. Les election commissioners, les commissaires électoraux, sont au nombre de 3, normalement. Il n'en reste plus qu'un aujourd'hui. Parce qu'ils ont démissionné, parce qu'ils n'ont pas été remplacés. Voilà, le dernier celui qui vient de démissionner il y a une semaine n'a pas encore été remplacé. Et s'il est remplacé,
alors que commence la campagne électorale, le soupçon sera encore plus fort. Dans le passé, on a vu des hauts fonctionnaires de cette commission chercher à garder leur indépendance. Ashok Lavasa, pour ne prendre qu'un exemple, a cherché à faire qu'on respecte le code électoral, qu'on n'utilise pas la religion à des fins électorales. Il a été systématiquement mis de côté et puis il a été inquiété. C'est toujours la même histoire, un contrôle fiscal. On fait en sorte que vous cédiez et il a même fini par quitter le pays. L'un des critères, on va lister comme ça un certain nombre de critères démocratiques, vous nous les avez rappelés les uns et les autres, on reparlera peut-être d'argent, on reparlera de la liberté de la presse, mais c'est évidemment la place donnée aux différents partis politiques. Je vous propose d'écouter Rahul Gandhi, qui est l'héritier de la famille Nehru Gandhi, qui est chef du principal parti d'opposition, le Congrès national indien. Je suis ici pour défendre la voix démocratique du peuple indien. Je continuerai à le faire. Je n'ai pas peur de ces menaces, de ces disqualifications, de ces allégations, de ces peines de prison. Je m'en moque. Je n'ai pas peur d'eux. D'accord, ces gens ne me comprennent pas encore. Je n'ai pas peur d'eux. Ils sont habitués à ce que tout le monde ait peur d'eux. Je n'ai pas peur d'eux. Alors, l'Inde, évidemment, on va le rappeler, mais c'est un pays gigantesque, Jean-Luc Racine. Comment la pression sur les oppositions politiques s'applique dans les différentes régions du pays? Parce que ça ne doit pas être si simple, entre guillemets. Non, Par qui elle s'applique, C'est une bonne question. Et en gros, au fil des élections, puisque d'un côté, il y a les élections générales, celles qui vont avoir lieu au printemps, et puis de l'autre, traditionnellement, chaque année, il y a plusieurs États indiens, de l'Union indienne, la fédération, c'est une fédération en réalité, donc avec plus de 25 États, ce qui voulait dire que traditionnellement, chaque année, plusieurs États votaient. Ça donnait une espèce de coup d'œil sur le thermomètre politique. Là, la thèse avancée par le pouvoir, c'est d'aller vers une nation, une élection. C'est-à-dire qu'on ferait tout en même temps. Les élections législatives et les élections dans tous les États, ce qui paraît à peu près impossible, mais bon, ça fait partie. Pour le reste... la pression sur les oppositions. Pression sur les oppositions, elle joue, on l'a vu avec Rahul Gandhi, qui avait été mis de côté, mais là encore, la justice est intervenue, puisqu'il avait été accusé d'avoir été injurieux vis-à-vis du Premier ministre, etc., etc. Mais il y a aussi une question très importante, c'est l'affaiblissement du fédéralisme à l'intérieur de l'Union indienne vis-à-vis en particulier des bastions de l'opposition qui sont pour l'essentiel tenus par des partis régionaux. Je pense au Bengale, je pense au Tamil Nadu, je pense au Kerala, et là on voit que les gouverneurs, qui sont des espèces de super-préfets nommés par le pouvoir central et qui sont censés simplement intervenir quand il y a un vrai problème, jouent quasiment constamment un jeu d'opposition vis-à-vis de ces partis au pouvoir. Et donc là, on a un affaiblissement délibéré du fédéralisme en fonction de qui gouverne tel ou tel État. On a entendu Rahul Gandhi, Vaidju Naravan. Est-ce qu'il y a malgré tout ce qu'on dit là, est-ce qu'il a une chance de l'emporter, d'après vous? Non. Non. Je pense que non, parce que la machine de guerre de la BJP est tellement forte. Donc le parti de Narendra Modi. Le parti de Narendra Modi. Il y a une telle machine de propagande, un bassinage des têtes, un lavage de cerveau. Et quand vous pensez, par exemple, le gouvernement donne de l'huile, de blé, de sucre pour les gens qui sont les plus pauvres. C'est distribué par le système de distribution publique. Auparavant, c'était donner les paquets de sel, sucre, etc. Aujourd'hui, vous avez l'image de Narendra Modi qui est imprimée sur chaque paquet, comme si c'était un cadeau du bénéfacteur, du roi, bienveillant envers ses sujets. Et alors, c'est dit toujours comme si c'était un cadeau personnel de Modi. Il y a des pubs à la télévision où les jeunes garçons ou petits-enfants disent « Ah, ma maman, elle est très chouette, elle cuisine pour moi, elle m'habille avant que j'aille à l'école, elle fait ci, elle fait ça, elle sert toute la famille. » Et puis, le catchphrase, le slogan, c'est « Et qui fait les choses pour ta mère ?» C'est Modi.
Et tout le temps, il y a des choses comme ça. C'est-à-dire, on promeut une culte de personnalité. Et une autre manière de contrôler les États de l'opposition, c'est la division des recettes. Parce que le gouvernement central perçoit les taxes qui sont payées, les TVA et d'autres taxes. Et après, tout ça, c'est divisé selon la population dans les États. Et l'État central, il détient cet argent. Il ne les lâche pas. Il ne donne pas les recettes qui sont dues. D'accord. Notamment dans les États où l'opposition est plus forte. On comprend bien. Peut-être un mot sur le culte de la personnalité, quand même. Je veux bien vous entendre là-dessus. Christophe Jaffrelot, c'est quoi? C'est des portraits géants de Narendra Modi un peu partout dans les grandes villes. Ça prend quelle forme? Ça s'est vu lors du G20, où tous les carrefours étaient tapissés de portraits grandeur nature au minimum. Mais c'est surtout par les médias électroniques, par l'audiovisuel, ça passe en prime time et en boucle. Toutes les visites à l'étranger sont couvertes d'une manière extraordinaire, parce qu'évidemment, être reconnu par ses pairs, américains, français, européens en général, c'est quelque chose qui porte au sein du pays. Et puis, il y a cette capacité incroyable à communiquer par la parole. Narendra Modi n'accepte jamais la contradiction, jamais une question, mais il parle tout le temps. Et il parle tout le temps à l'oreille des Indiens. Vous avez un programme mensuel, Man Ki Baat, la parole qui vient du cœur. Donc depuis 2014, ça fait 10 ans maintenant, tous les mois, il y a pendant des heures cette façon de se présenter en père. Alors en père de famille et pas seulement en père de la nation. Le conseiller, celui qui vous aide à passer les examens, à réussir dans la vie. On est sur un discours qui relève beaucoup de la tradition hindoue où le gourou est le maître à penser. Et pas il y a un mélange du politique et du religieux, vraiment, dans la stratégie. Ça, on l'a vu cette année, en 2023 et en 2024, de manière encore plus forte qu'auparavant. Quand Narendra Modi inaugure le temple d'Ayodhya, qui est le temple après lequel il courait, entre guillemets, depuis des années, c'est le grand prêtre qui est en action. C'est plus un homme politique. Là, on a une espèce de mélange, le religieux et le politique, le spirituel et le temporel, en quelque sorte, se retrouvent largement fusionnés. Ça, c'est un moteur considérable qui a cette capacité de désamorcer les ressentiments socio-économiques. La plupart des nationaux-populistes ne gèrent pas leur pays d'une manière remarquable. Et néanmoins, ils remportent les élections. La crise économique n'a jamais empêché Erdogan de gagner les élections parce qu'il y a ce ressort identitaire. Oui, alors justement, on va parler de la question des religions et notamment des religions minoritaires. En Inde, je vous propose d'entendre sur ce thème le secrétaire d'État américain, Tony Blinken. Il s'exprimait lors de la publication d'un rapport annuel sur la liberté des religions dans le monde et il désigne l'Inde. Au-delà de ces pays, le rapport montre comment la liberté de religion et les droits des minorités religieuses sont menacés dans les communautés du monde entier. Par exemple, en Inde, la plus grande démocratie du monde, qui abrite une grande diversité de croyances, nous constatons une augmentation des attaques contre les personnes dans les lieux de culte. Jean-Luc Racine, qui sont les premières victimes de ces attaques? Les musulmans, très clairement? Les musulmans, en prenant pour prétexte la protection, entre autres, la protection de la vache, puisqu'un certain nombre d'États gouvernés par le BJP ont interdit la viande de bœuf. Or, traditionnellement, mis à part les Dalits, ceux qu'on appelait jadis intouchables, le commerce de la viande est dans les mains musulmanes. Donc, on a vu, mais ça n'est pas toujours des musulmans, mais enfin, il y a une bonne part, des attaques de ce qu'on appelle en franglais les vigilants, venus du cœur le plus militant du nationalisme hindou, qui vont donc faire une descente contre deux malheureux types qui ont avec eux un bœuf, et on a vu comme ça des tas d'actions. Généralement, dans ces cas-là, alors là, on n'entend pas le Premier ministre. Il peut intervenir quelques semaines ou quelques mois plus tard quand vraiment ça commence à poser problème. Oui. Je lisais aussi, Vaidju Ravan, qu'il y avait des politiques d'expropriation des musulmans. Vous pouvez nous expliquer ce qui se met en œuvre là? Oui, souvent il y a 3-4 différentes campagnes. Oui. Une des choses qu'on dit,
c'est que les musulmans mènent ce qu'on appelle du love jihad, un djihad d'amour, où les jeunes hommes musulmans sont accusés de séduire les jeunes femmes hindoues pour les convertir et les épouser. Et donc, il faut se combattre contre ce soi-disant love jihad. Qu'il y aurait une grande conspiration de la part des musulmans d'attraper et prendre les jeunes filles venues de l'hindouisme et donc prendre l'honneur des familles hindoues et de proliférer comme ça avec les femmes hindoues. L'autre serait que ce seront des tueurs et les mangeurs de vaches. La troisième chose, c'est contre les prières collectives parce que les mosquées ne sont pas assez grandes, donc souvent les gens sont dans la rue quand ils font le namaz et tout ça. Et il y a une politique, surtout dans l'état de Uttar Pradesh, qu'on appelle bulldozer justice, la justice du bulldozer. Et donc, même si vous êtes soupçonné d'avoir participé dans une lutte ou une protestation ou une manifestation, on affiche vos visages sur les grands posters et le gouvernement envoie un bulldozer pour raser vos maisons. Donc, il y a des localités entières qui appartiennent aux musulmans qui sont rasées. Bon, là-dedans, il y a aussi la politique de prendre les terres parce qu'il y a une telle pression sur la terre, donc il y a aussi des intérêts économiques qui se mêlent, mais c'est surtout des campagnes de haine qui sont menées contre la minorité musulmane qui est montrée du doigt comme étant le plus grand danger au hindouisme. C'est la théorie du grand remplacement. C'est exactement ça. Il y a eu des destructions de mosquées? Il y a plusieurs mosquées qui sont visées maintenant. Ils ont fait une liste des mosquées qu'il faut attaquer et là, il y a une recherche pour essayer de dire « Ah ben voilà, ce mosquée qui a été construit dans le 15e siècle, 14e siècle, a été construit après la destruction d'un temple. » Donc, on va se venger 600 années plus tard, 700 années plus tard, pour un soi-disant mal qui avait été fait ou une injustice qui avait été faite par des régnants d'autrefois, des dynasties mogholes ou des dynasties musulmanes qui étaient en Inde. En préparant cette émission, en lisant nos confrères dans le quotidien Le Monde, ce témoignage de l'écrivaine Arundhati Roy, qui dit en Inde, les idéologues du parti de Narendra Modi vouent ouvertement un culte à Hitler et à Mussolini. Christophe Jaffrelot, de quelle idéologie on parle finalement chez Narendra Modi? D'une idéologie qui nous est assez familière en ce moment. En fait, le mouvement date de 1925. Les années 20, les années 1920 sont des années en Europe où on voit éclore des formes d'extrémisme qu'on va appeler pudiquement national-populiste ou ethno-nationalisme. Alors, le culte, en l'occurrence, il est surtout, effectivement, au début voué au mouvement de Mussolini, au fascisme italien, parce que le fascisme italien donne un modèle de discipline de la jeunesse. Et donc, le mouvement qui est créé et auquel Narendra Modi a appartenu dès l'âge de 7-8 ans, c'est un mouvement qui vise à discipliner une jeunesse pour la muscler au physique et au moral, parce que tous les matins, on se retrouve, avant que le soleil ne se lève d'ailleurs, pour écouter un cadre du mouvement, vous expliquer l'histoire de l'Inde à sa manière, et puis pour faire des exercices physiques qui permettent de se muscler, là, pour le coup, au physique. Ce mouvement, il a maintenant un siècle. Il compte des millions de personnes. Il a un parti politique, le BJP, il a un syndicat ouvrier, il a un syndicat étudiant, il a un syndicat paysan, il a une association pour chaque profession et pour chaque profession une association. C'est une contre-société qui a pris finalement beaucoup d'ampleur sans qu'on s'en rende compte, et de sorte qu'aujourd'hui, il n'est pas si surprenant que le pouvoir puisse rester entre ses mains là si longtemps, car la société a été travaillée en profondeur pendant très longtemps. Un siècle finalement d'entrisme et de maillage des institutions et de la population. On va consacrer maintenant un chapitre à la place peut-être de l'Inde dans le monde, en tout cas à sa stratégie d'alliance. On va parler un peu de géopolitique. Mathieu, on commence avec les relations entre la France et l'Inde. Cette dérive autoritaire de Narendra Modi ne l'empêche pas d'entretenir de bonnes relations avec Emmanuel Macron. Oui, entre ces deux-là, c'est presque une bromance. En janvier dernier, le président de la République française
française, était l'invité d'honneur en visite officielle en Inde à l'occasion du Republic Day. Bon, c'était pas lui qui était prévu au départ, c'était Joe Biden, mais donc c'était un plan B d'une certaine façon. Mais Joe Biden avait décliné l'invitation après la tentative d'assassinat d'un militant sikh sur le sol américain, dont Joe Biden soupçonnait les services secrets indiens d'en être à l'origine. Et surtout qu'il y avait une histoire similaire au Canada. Exactement. Quelques jours. Donc Emmanuel Macron l'a donc remplacé Joe Biden au débeauté, un peu comme on rend service à un ami d'une certaine manière. Il faut dire qu'il connaît bien Narendra Modi. C'est sa 3e visite. Il y en a eu 2 visites d'État, mais c'est sa 3e visite en Inde. De son côté, le Premier ministre indien, vous vous en souvenez, il était là l'été dernier à l'occasion du 14 juillet, invité d'honneur, décoré par Emmanuel Macron, élevé au rang de Grand Croix de la Légion d'honneur, quand même la plus haute distinction française. Il y a eu un dîner d'État au Louvre, absolument princier. Bref, on sent qu'entre les deux hommes, le courant passe. Bon, et comment ça s'explique, cette proximité? Alors, selon la déclaration commune qui clôturait la visite officielle d'Emmanuel Macron en Inde en janvier, la présence d'Emmanuel Macron symbolisait, ouvrez les guillemets, notre attachement commun à la démocratie, à la liberté, à l'égalité, à la fraternité et à la justice. Donc exactement le genre de phrase qui fait bondir les organisations de défense des droits de l'homme, a raison. En fait, le voyage du président français, il avait surtout pour but de défendre les intérêts de la France, et notamment des intérêts de défense, des intérêts économiques et des intérêts géopolitiques. Parce que depuis 25 ans, il faut le rappeler, la France et l'Inde ont noué un partenariat stratégique à l'initiative de Jacques Chirac. C'est un accord qui permet à Paris d'avoir un interlocuteur de choix et de poids, j'ai envie de dire, dans toute la zone Indo-Pacifique, comme on dit. C'est un partenariat qui s'est également traduit en espèces sonnantes et trébuchantes à l'occasion de la visite de Narendra Modi en juillet dernier. Ben, ça s'était soldé. Alors je pense pas que ça a été réglé encore, mais par une commande de 23 Rafales, de 3 sous-marins. Donc il y a évidemment un aspect business. Mais au-delà de ces contingences, Emmanuel Macron courtise le Premier ministre indien parce qu'il est un relais précieux au sein de ce qu'on appelle les BRICS. Vous savez, le Brésil, Russie, Inde, du coup, Chine et Afrique du Sud. Élargi à d'autres pays. Et puis d'une façon générale, c'est une figure du ce qu'on appelle maintenant le Sud global, Narendra Modi. Et avec lui recherche une reconnaissance internationale, nous on recherche un interlocuteur et une influence dans ce Sud global. Donc c'est ce qui explique, en gros, c'est de la réelle politique qui explique l'amitié Macron-Modi. Tiens, je veux bien, vous parliez de la façon dont les visites de Narendra Modi étaient couvertes par les médias indiens. Je voudrais bien, Vaidjunaraman, qu'on remonte au 14 juillet dernier. Comment ça a été couvert par les médias mainstream, comme vous dites, les télévisions, les médias principaux en Inde? Mais c'est comme si Modi avait rendu la fierté aux Indiens. Il nous a fait venir sur la scène internationale. L'Inde est devenue importante. Et quand vous parlez aux gens dans la rue à Delhi, ils disent « Ah mais non, c'est grâce à Modi qu'on devient un acteur important sur la scène internationale. » Donc, il réussit très bien son pari en train de vraiment gonfler l'image de l'Inde comme étant la mère de toutes les démocraties, le Vishwa Guru, c'est-à-dire le grand gourou du monde qui va montrer le chemin au monde entier. Et alors, avec la France, vraiment, Emmanuel Macron est le chouchou, d'abord parce que l'Inde est devenue le plus grand importateur des armes au monde et que la France vend énormément d'armements. Il y a aussi des contrats nucléaires qui ont un peu de retard. Qui sont un peu tombés à l'eau parce qu'on n'a pas réussi avec le EPR, mais quand même, il y a des choses qu'on voudrait vendre. Il y a des Airbus, il y a des tas de contrats État à État. Et puis, il y a aussi l'aspect antiterrorisme où l'Inde et la France, vraiment, il y a là un échange des informations parce que si vous vous rappelez Mohamed Merah et des autres, ils ont reçu leurs entraînements au Pakistan. Les Indiens gardent un œil très très près tout ce qui se passe au Pakistan et il y a un échange d'informations entre les Indiens et les Français. La France aide les Indiens à garder un œil sur les dissidents sikhs, par exemple, partout en Europe. Donc c'est donnant-donnant sur la question d'information. Et puis, voilà, ça arrange la France de dire on soutient la plus grande démocratie et de tourner un œil aveugle vers toutes les dérives autoritaires, parce que c'est une démocratie où
un État autoritaire, c'est une autocratie électorale, je dirais. On va continuer de parler du positionnement international de l'Inde, notamment la question de la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, mais quand même, je reprends la citation de Mathieu tout à l'heure, là, ces mots à la fin de la visite d'Emmanuel Macron en janvier, attachement commun à la démocratie, à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, à la justice. Jean-Luc Racine, après vous avoir entendu les uns et les autres, moi je me souviens d'avoir lu avant la visite d'Emmanuel Macron que le président français allait insister sur la défense des libertés fondamentales. Bon. Non, les mots alors je sais bien que c'est de la réelle politique. Hein, oui, mais les mots ne sont pas au hasard. Liberté, égalité, fraternité, justice, c'est 4 termes qu'on trouve dans le préambule de la Constitution indienne. Donc on peut jouer là-dessus. Hein, on se réfère au texte. Après, est-ce que la Constitution va avoir une longue vie si Modi est réélu une nouvelle fois? Ça, c'est une autre question. Donc on partage liberté, égalité, fraternité, donc la devise française avec les Indiens dans la Constitution. Hein, c'est dans le préambule de la Constitution. Donc on peut jouer très facilement là-dessus. C'est pas simplement un emprunt. Chacun a pour partie le même vocabulaire. Alors on continue de parler donc de cette stratégie, géostratégie côté indien, et je propose à Steve Jourdain de nous rejoindre puisqu'on va zoomer maintenant sur la question des relations entre l'Inde et la Russie. Rebonsoir Steve. Depuis l'invasion de l'Ukraine, Narendra Modi affiche de bonnes relations avec Vladimir Poutine. Des relations qui sont sous le feu des projecteurs depuis le 24 février 2022 et l'invasion de l'Ukraine. Quelques heures après l'opération militaire russe, on va voir la réaction du gouvernement indien. Le Premier ministre a lancé un appel à la cessation immédiate de la violence et a demandé des efforts concertés de toutes les parties pour revenir sur la voie des négociations diplomatiques et du dialogue. Fin de citation. En résumé, pas de condamnation de l'agression russe, une position qui ne sera jamais démentie par la suite, malgré les pressions du monde occidental. À l'ONU, l'Inde va s'abstenir lors de tous les votes condamnant la Russie. Est-ce que ça s'explique par une amitié ancienne entre les deux pays? Il faut remonter à l'époque de la guerre froide. Après la Deuxième Guerre mondiale, le monde se fige, bloc contre bloc, l'Union soviétique d'un côté, les États-Unis de l'autre. Nehru, l'artisan de l'indépendance de l'Inde, va choisir de ne pas choisir. Il refuse de se ranger dans l'un des deux blocs. Il va même jusqu'à forger le concept de non-alignement et participer à la fondation du mouvement dit des non-alignés. Mais la Russie va quand même largement, Thomas, soutenir l'Inde tout au long de son histoire. À partir des années 60, des collaborations économiques vont être mises en place et surtout, Moscou va aider New Delhi à développer son programme nucléaire. Des accords de défense vont également être conclus entre les deux pays. Résultat, au moins 2/3 des équipements militaires de l'Inde sont d'origine russe. Inde-Russie, c'est donc une très très longue histoire. Et puis, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'Inde est devenue l'un des principaux débouchés pour, et c'est très important, les hydrocarbures russes. Oui, si les sanctions occidentales n'ont pas étouffé l'économie russe, c'est notamment grâce ou à cause de l'Inde. Le pétrole russe, par exemple, Thomas. Les Européens ne l'achètent plus, mais l'Inde a pris le relais. En 2023, New Delhi a acheté pour 37 milliards de dollars de produits pétroliers. C'est 13 fois plus qu'avant l'invasion de l'Ukraine. On va prendre le charbon russe. Les exportations vers l'Union européenne et les États-Unis en matière de charbon ont été ramenées à zéro. Mais l'année dernière, la Chine et l'Inde ont acheté 60% de ce charbon. Fin décembre, Vladimir Poutine recevait le ministre des Affaires étrangères indien. Il a en quelque sorte remercié l'Inde. On va l'écouter. Nous sommes très heureux de constater que malgré toutes les turbulences dans le monde, les relations avec nos amis traditionnels d'Asie, avec l'Inde et le peuple indien, se développent progressivement. En 2 ans, Thomas, la Russie s'est détournée de l'Europe pour ses exportations. Elle peut dire merci à l'Inde et aux pays asiatiques dans leur ensemble qui sont devenus des partenaires incontournables, tellement incontournables, vous en parliez tout à l'heure avec Mathieu, que Moscou plaide aujourd'hui pour une alliance stratégique Inde, Chine, Russie contre le monde occidental. Pour l'instant, l'Inde freine un peu. Elle souhaite préserver ses relations avec l'Europe et les États-Unis. Merci beaucoup Steve Jourdain pour toutes ces informations. Je reviens vers vous, Jean-Luc Racine, justement pour essayer d'évaluer, parce qu'il y a ce rapprochement avec la Russie. Est-ce que ça veut dire pour autant, je crois avoir compris que non dans la dernière phrase de Steve Jourdain, que Narendra Modi et l'Inde se coupent des États-Unis? On n'en est pas, on en est loin? On en est loin, on en est même, je dirais, de plus en plus loin si on prend en compte les discours récents du ministre des Affaires étrangères et des hauts responsables américains. C'est ça qu'il y a de remarquable dans la politique étrangère indienne.
tout ce qui est lié à Nehru doit passer à la poubelle. Donc le terme de non-alignement n'existe plus. On a créé ce terme qui, pour moi, n'a aucun sens, qui est un oxymore, multi-alignement, un terme sorti de l'Inde nouvelle, mais qui est repris à l'international. Mais ça ne veut rien dire. Par définition, on ne peut pas être multi-aligné. Si on est aligné, on n'est pas multi-aligné. Ça veut dire quoi, simplement? Ça veut dire que la doctrine indienne de politique étrangère, qui est très bien théorisée par l'actuel ministre des Affaires étrangères, Jaishankar, qui est un diplomate de profession, mais aussi un intellectuel qui fait des discours très significatifs. La ligne, c'est, alors là, il n'y a rien d'étonnant, numéro 1, intérêt national d'abord. Mais l'intérêt national d'abord demande justement à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, si j'ose dire. Et donc, on cultive de bonnes relations avec Moscou, tout en ayant quand même signalé à Vladimir Poutine, il y a 1 an et demi à peu près, que le temps n'est plus à la guerre. Mais en même temps, ça n'a pas été entendu, mais bon. La ligne habituelle, c'est celle de la première déclaration qui a été mise, à savoir négocions, diplomatie. Mais pas de condamnation, c'est quand même très important. Mais pas de condamnation. L'Inde fait partie des pays qui n'ont pas condamné l'invasion de l'Ukraine. Ouais. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est très ambigu. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, les explications de vote des diplomates indiens aux Nations Unies, lors des votes sur la guerre en Ukraine, on a tout un argumentaire qui explique que il faut respecter l'identité des États, il faut respecter les frontières internationales, etc., etc. Et, in fine, mais on s'abstient. Donc, en même temps, on voit, et c'est très significatif, donc l'Inde, qui est un des piliers de ce qu'on appelle le Quad, c'est-à-dire Alors c'est quoi le Quad? C'est le quadrilatère de dialogue entre Inde, États-Unis, Japon, Australie. Donc sur l'Indo-Pacifique. Il ne s'agit pas de tourner le dos à la Chine officiellement, mais évidemment, c'est une construction qui vise à calmer un peu les ardeurs chinoises. Mais en même temps, l'un des membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, comme le Pakistan du reste, et maintenant comme l'Iran aussi, qui avait été au départ monté par la Chine et la Russie pour s'assurer que l'Asie centrale n'allait pas devenir incontrôlable. Donc ce que j'entends, on joue sur tous les tableaux. On joue sur tous les tableaux, effectivement. Et puis il y a le business aussi, il faut dire ça, Christophe Jaffrelot, parce que là, on entendait les chiffres pour les hydrocarbures ou le charbon russe. Est-ce que c'est une bonne affaire pour l'Inde? C'est-à-dire, est-ce que ces produits sont à prix cassé vu le contexte? Vous voyez ce que je veux dire? Dans cette affaire russe, oui, l'Inde y gagne. Oui. Par parenthèse, les Européens aussi. Parce que le pétrole qui passe par la Russie, il est raffiné par les Indiens et revendu en Europe et il maintient les prix à un niveau assez bas. Mais pour comprendre pourquoi est-ce que l'Inde continue à être tellement pro-russe, bien sûr, il y a l'histoire. Mais il y a aussi le fait que la grande frayeur de l'Inde, c'est un monde à nouveau bipolaire qui oblige à choisir, qui ne permet pas de maximiser son intérêt. La Russie, c'est un pôle très important, comme l'Europe d'ailleurs. L'Inde veut un monde multipolaire, où elle serait un des pôles. Et le pire, c'est un monde bipolaire, où il faut choisir et sacrifier certains de ses intérêts. Alors notamment des intérêts commerciaux. Mais, alors, de ce point de vue-là, on peut dire que si Narendra Modi a un bilan en demi-teinte, en général, pour ne pas dire pire, l'économie est l'un de ses points faibles. Car l'économie, en dépit des chiffres de moins en moins fiables que produisent les statistiques indiennes, se porte mal. Oui. On a des taux de chômage records, avec, parmi les jeunes, notamment 25% de chômeurs. On se posait la question de la capacité de l'Inde à reprendre un certain nombre de marchés qui étaient dominés par la Chine. Oui, le fameux de-risking ou decoupling. On ne voit pas trop d'entreprises quitter la Chine pour investir en Inde. Le Vietnam s'en sort beaucoup mieux, notamment. Et vous avez un autre problème, c'est que en fait, l'Inde se protège, se ferme. Et elle se ferme, elle devient protectionniste, tout en signant d'ailleurs des accords de libre-échange, ce qui est une contradiction de plus. Mais ils sont très sélectifs. Et elle se ferme aussi parce que l'économie devient la propriété de quelques oligarques. Cette notion d'oligarque qu'on associe volontiers à la Russie actuelle commence à avoir son sens en Inde. Une demi-douzaine de grands patrons se taillent les grands secteurs de l'économie et sont d'ailleurs utilisés à des fins internationales.
Gautam Adani, qui est le principal oligarque dans l'entourage de Narendra Modi, qui a connu une croissance météorique en 20 ans, est celui qui fait les ports de Haïfa et de Colombo, qui achète le charbon en Australie, qui a un rôle de diplomatie aussi. Est-ce que ça veut dire que Narendra Modi en profite aussi? Parce que en vous entendant dire ça, je pensais à la richesse d'un Vladimir Poutine. Est-ce que Narendra Modi s'enrichit lui aussi depuis qu'il est arrivé au pouvoir en Inde? Est-ce qu'on peut le dire? C'est ça la difficulté. Son grand atout, c'est que lui, il dit « je suis célibataire ». Je suis un yogi. Il était marié, il a toujours une femme, il ne s'est pas divorcé, mais la femme n'est jamais entrée sur le tableau. Elle vit à Gujarat d'une manière très modeste et il ne veut pas en entendre parler. Pour tout le monde, c'est un célibataire qui pratique, soi-disant, entre guillemets, le célibat, même si on sait que ce n'est pas vrai. Et puis, il se présente comme un yogi, un demi-dieu, un homme qui est ascète, rigoureux, qui n'est pas intéressé par l'argent pour lui-même. Mais il adore s'habiller bien, avoir une certaine élégance. Et à un moment donné, pendant la visite de, je ne sais pas, c'était Bush ou Obama, il avait un veste où c'était tissé Narendra Modi, Narendra Modi, Narendra Modi. Donc il y a eu beaucoup de commentaires et finalement il l'a vendu aux enchères et ça a été acheté pour $1 million, ce veste, par un de ses copains diamantaires. Donc tout est dedans. Il est soutenu par les 160 milliardaires qui sont en Inde. Et on peut parler de l'Inde comme étant la cinquième économie qui a dépassé la France, qui a dépassé l'Angleterre et tout ça. Mais quand vous regardez le revenu par tête d'habitant, c'est pas brillant. Et puis, deux choses qui vous parlent. Israël, actuellement, est en train de recruter les Indiens pour remplacer les Palestiniens qui n'ont plus le droit d'aller travailler en Israël. C'est un accord qui a été signé entre le gouvernement indien et le gouvernement israélien. Il y a des centres de recrutement établis par Israël en Inde. Il y a plusieurs centaines de milliers d'Indiens qui sont allés en Israël pour travailler. Et il y a d'autres Indiens qui se trouvent dans l'armée russe. Promis avec des visas qui ont été accordés, des visas par les agents douteux et les passeurs douteux. Pour se battre en Ukraine. Pour se battre contre l'Ukraine en Russie. Contre leur gré. Contre leur gré. Ils se sont fait avoir. Mais on aura appris beaucoup de choses dans cette émission, Mathieu. C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup à tous de nous avoir éclairés sur la réalité de la démocratie indienne. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, 18h, 22h, pour un nouveau numéro de Sens Public. Et puis notez que l'invité de la matinale demain, ce sera le général Vincent Desportes, professeur de stratégie, ancien directeur de l'école de guerre. Évidemment, on va se projeter sur les débats parlementaires autour justement de la guerre en Ukraine et de cet accord de sécurité signé par Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Belle soirée.